بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des cours sur le module traitement avancé du signal et on va commencer par le chapitre numéro 1, rappel sur les notions de base du traitement du signal. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Qu'est-ce qu'un signal? On peut définir un signal comme étant une représentation physique de l'information qu'il convoie de sa source à sa destination. Toujours, nous avons un émetteur, un canal de transmission et un récepteur. C'est une expression d'un phénomène qui peut être mesurable par un appareil de mesure, bien que la plupart des signaux soient de grandeur électrique, généralement de type courant, tension, champ, etc. La théorie du signal reste valable quelle que soit la nature physique du signal. L'objectif fondamental de la théorie du signal, c'est la description mathématique des signaux. Elle fournit les moyens de mettre en évidence, sous forme mathématique commode, les principales caractéristiques d'un signal. Vous avez la distribution spectrale de son énergie, la distribution statistique de son amplitude, par exemple. Elle trouve son application dans tous les domaines concernés par la perception, la transmission ou bien sûr l'exploitation de ces informations. On va voir maintenant des exemples des signaux et on va commencer par le signal numérique. C'est quoi un signal numérique? Tout simplement, c'est une suite binaire de 0 et 1 convertie ensuite d'impulsion, soit 0 ou bien A en volts. On passe au deuxième type, c'est le signal électrique. Quel est son rôle? C'est la mesure d'une tension ou bien de l'intensité à travers un oscilloscope, voltmètre, ampèremètre, etc. Troisième type de signaux, c'est le signal électroglotographique, le EGG. Son principe, c'est la mesure de la fermeture et l'ouverture des cordes vocales. Les premières applications du traitement de signal étaient dédiées à l'extraction d'un signal dans un milieu bruité. Pour ce faire, il était nécessaire d'avoir des connaissances a priori sur le signal à mesurer, et sur la nature du bruit. On définit deux classes principales de signaux. Nous avons le signal déterministe, bien sûr, il s'agit d'un signal dont on peut représenter l'évolution grâce à une fonction mathématique. Et on peut citer comme type de signal le signal sinusoïdal, la fonction rampe, échelon, impulsion de Dirac, etc. Toujours un signal déterministe peut être périodique ou non. Deuxième classe, c'est les signaux aléatoires. Un signal aléatoire, c'est un signal dont on ne peut pas deviner son évolution. Néanmoins, tout signal aléatoire peut être caractérisé mathématiquement, mais aucune fonction mathématique ne permet de prédire l'évolution du signal à l'instant donné. Un instant, un signal aléatoire peut être soit stationnaire ou bien non stationnaire. On passe maintenant aux signaux déterministes. Bien sûr, ce sont les signaux dont l'évolution en fonction du temps est prévisible par un modèle mathématique approprié. Exemple, signaux de test, étalonnage, etc. Nous avons un petit rappel que toujours un signal temporel, c'est un signal déterministe. Il est défini par une équation mathématique. Ainsi, la connaissance de cette équation permet de prédire la valeur du signal à tout moment. Il s'agit d'un signal certain, prévisible. Parmi les signaux déterministes les plus connus, on peut citer les signaux périodiques tels que le sinus à la fréquence fp, le signal triangulaire, le signal carré, etc. Toujours un signal déterministe est représenté par une fonction périodique de période Tp. Si vous avez f de t, ça sera f de t plus la période Tp. On passe maintenant aux propriétés. Nous avons tout signal périodique de période Tp présente une fréquence fondamentale à cette fréquence fp qui est égale l'inverse de la période.
Par convention, on va noter Dirac de T moins T1 par une flèche d'unité 1. Elle correspond à l'aire du Dirac comme représentée dans le tableau des fonctions. On passe maintenant comment calculer la moyenne et la puissance d'un signal déterministe périodique. Par définition, un signal déterministe est un signal connu, c'est-à-dire on connaît la fonction. Si vous avez eu la fonction U de t, une fonction d'un signal déterministe qui est égale par exemple 1 plus sinus 2 pi f 0 t. Comment on définit la moyenne? La moyenne est définie par un calcul d'intégrale de la fonction sur une période, d'où la nécessité d'avoir un signal périodique, bien sûr. La moyenne égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u de t dt. On passe maintenant de la puissance et de sa valeur efficace. Bien sûr, c'est l'intégrale de la fonction au carré. Donc, nous avons la puissance efficace élevée au carré égale 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u de carré dt. On revient, donc on va prendre un cas général pour la puissance et l'énergie d'un signal déterministe non nécessairement périodique. Si vous avez n'importe quel signal quelconque U traversant une résistance R, si on va appliquer la loi d'Ohm, on va mesurer le courant I qui est égal à la tension divisée par la résistance. La puissance est exprimée en watts, correspond à l'énergie fournie en joules à la résistance sur une durée d'une seconde. Donc, nous avons 1 watt égale à 1 joule par seconde. Nous avons une remarque qu'un 1 watt heure égale 1 watt pendant une heure, donc 3600 joules. L'énergie instantanée, c'est le produit du courant et la tension. Si vous avez E de t est égal à I de t par I de t, dans le cas de la résistance, l'énergie, elle est instantanée. On revient que l'énergie instantanée, c'est le produit du courant et de la tension. Si vous avez l'énergie égale le produit de la tension U de T par le courant I de T. Dans le cas de la résistance, l'énergie instantanée, ça sera E de T égale la tension U au carré de T divisé par R. En traitement du signal, quand aucune information n'est donnée sur R, on normalise la résistance à 1 ohm. Donc l'énergie instantanée s'écrit E de T égale la tension au carré de T. En général, on calcule l'énergie sur un laps de temps, delta T égale T2 moins T1 par l'énergie égale un intégral de T1 et T2, U carré de T dt. On passe maintenant la puissance moyenne. Elle est calculée par la formule suivante. 1 sur delta T qui est égal à l'intégrale entre T1 et T2 du courant de la tension U carré de T dt. L'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal U carré de T dt. Pour la puissance moyenne totale, donc P est égal à la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral de moins T sur 2 à T sur 2 de U carré dt. Dans le cas d'un signal périodique, on trouve que la puissance égale la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. C'est un intégral de moins T sur 2 à T sur 2 de U carré de T dt. Donc, dans ce cas, la puissance, ça sera 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u carré dt. Pour les signaux aléatoires, ce sont les signaux qui ont un caractère non reproductible et imprévisible. Par exemple, les signaux issus de capteurs, de détecteurs ou encore la parole. Rappel, si vous avez un signal et dit aléatoire, c'est la connaissance du signal à l'instant t ne permet pas de préjuger de la valeur à l'instant t plus delta t. Bien qu'un aléatoire, le signal est modélisé par ses caractéristiques statistiques. Un signal aléatoire peut être stationnaire ou bien non stationnaire. Et les stationnaires, ces caractéristiques aléatoires ne sont pas modifiées au cours du temps. On va illustrer cela par des exemples concrets. Premier exemple, c'est le lancer de dés. Lorsqu'on lance un dé 6 faces, nous avons 1 sur 6 d'obtenir le numéro 6. La probabilité, c'est bien sûr 1 sur 6 pour chaque expérience.
On parle de probabilité uniforme P, donc soit M les différentes valeurs de D, M prend pour valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on calcule la moyenne des lancers obtenus, on va sommer chaque valeur de D et diviser le tout par un nombre de lancers. En moyenne, on trouve M égale 1 sur grand N, la somme de K variable 1 jusqu'à grand N, de MK par PK. Bien sûr, la somme signifie somme, mais grand N, c'est le nombre de lancers, MK, c'est le résultat, et pk égale à 1 sur 6, la probabilité. Le deuxième exemple, c'est le bruit de mesure, un bruit gaussien. La grande question, est-ce qu'on va travailler avec le temps ou bien la fréquence? Selon ce qu'on en veut faire, on travaille indifféremment dans l'un ou l'autre espace. Voici deux représentations d'un même signal. Vous avez l'espace temporel. Le passage de l'espace temporel, l'espace fréquentiel à travers la transformée de Fourier. L'opération inverse, mais le fréquentiel, le temporel à travers Fourier. Donc, on aura deux représentations d'un même signal. Un certain nombre d'outils sont disponibles pour changer d'espace, soit vous utilisez la série de Fourier, ou bien la transformée de Fourier, ou bien la transformée de Fourier à fenêtrage, ou bien la transformée en ondette, etc. Quels sont les domaines d'application du signal? On trouve le traitement de signal communication, l'aéronautique, l'astronautique, l'acoustique, le contrôle de process chimiques, l'ingénierie biomédicale, traitement de la parole, économie, météorologie et aussi les informations représentées sous forme de signal. Un signal, c'est une fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes. Donc, vous avez par exemple f en fonction de x, y et z. Elle représente ou bien elle contient une information sur un phénomène physique. On passe au type de signaux. Donc, vous avez les signaux continués, les signaux discrets. Pour les dimensions du signal, nous avons monodimensionnel, bidimensionnel, trois dimensions, etc. Pour les mesures, on va utiliser les capteurs et statistiques, etc. Toujours le développement des capteurs, exemple microphone, céramique piezoélectrique, les antennes, les capteurs CCD et la pression, etc. Pour l'acquisition numérique, donc toujours l'information tirée à partir d'un capteur, donc on va retrouver un signal. On va faire un échantillonnage pour avoir un signal numérique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un stockage ou bien un traitement numérique par ordinateur. Est-ce qu'on aura perte d'informations? Quelle est l'importance des techniques numériques? Exemple de signaux, on trouve signal de parole. Dans cet exemple, prononciation, tu as la lettre E. Ici, c'est la prononciation de B, on, G, ou R, etc. Quel est le but du traitement du signal? Soit pour modélisation, donc c'est la représentation d'un phénomène, caractérisation, prédiction, etc. Ou bien pour l'analyse, extraction d'informations, mesure, compression, détection, reconnaissance, etc. Ou bien en utilisant filtrage, restauration, c'est la transformation du signal, minimisation du bruit, suppression de parasites, etc. La notion de système de traitement, donc toujours vous avez une entrée d'un système de traitement, un signal quelconque, par exemple un filtrage pour récupérer un signal de sortie. La notion de domaine de représentation à l'aide de la transformée de Fourier, à l'aide de modèles autorégressifs, à l'aide de la transformée de Laplace, à l'aide de la transformée de Wiener, la transformation en ondette, la transformée en cosinus, etc. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.